Alors, je vais faire un petit topo orienté généraliste. On va en fait voir quelques situations cliniques, dont plusieurs sont des situations que j'ai vécues personnellement. Et on va essayer d'en retirer un message clair et facile à retenir pour la pratique quotidienne du généraliste. Première situation clinique, docteur, ça fait 20 ans que je fume, est-ce que je dois faire un dépistage du cancer du poumon? Donc on a déjà abordé un petit peu la question précédemment, je vais vous dire un petit peu qui ressort des derniers consensus. Alors de nombreuses études ont étudié le dépistage du cancer du poumon. Première étude qui a porté sur 154 000 patients, où on a essayé de dépister le cancer du poumon à la radiographie standard. Ça revient un petit peu sur la question qui a été posée précédemment. Alors effectivement, on en dépiste des cancers quand on fait des radios standards. Le problème, c'est que on les dépiste trop tard. Et donc, de ce fait, on n'a pas d'effet sur aucun bénéfice sur la mortalité. Et quand même, vous voyez l'importance de l'étude. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire une radiographie du thorax pour rechercher un cancer du poumon, c'est bien, on va en dépister, mais la grande majorité vont être dépistées trop tard. Et donc, de ce fait, c'est quelque chose qui n'a aucun effet sur le plan rentabilité et santé publique. Et donc, on va rendre service aux patients qu'on dépiste parce qu'on est content d'avoir dépisté le cancer. Mais lorsqu'on regarde sur l'effet santé publique de ce dépistage, on a un effet nul puisque la mortalité n'est pas affectée par ce dépistage. Donc, en résumé, si on veut chercher un cancer du poumon chez un patient fumeur, on ne fait pas de radiographie du thorax. C'est même, je dirais, délétère dans la mesure où si la radio est normale, on va lui dire c'est bien, vous êtes radio normale, vous n'avez pas de cancer, alors que si ça se trouve, il en a un. Donc à la limite, c'est même mauvais de lui faire une radiographie de thorax. Deuxième étude qui a porté cette fois-ci sur 412 000 patients, donc vous voyez que ce n'est pas des petites études. Cette fois-ci, on s'est dit, on va essayer de dépister avec le scanner thoracique. Et là, aux merveilles, on s'est rendu compte que 85% des cancers dépistés étaient de stade 1. Donc on s'est dit, on tient le bon bout. Et par ailleurs, on a constaté que parmi les cancers réséqués, des patients qui étaient opérables, parce que bien entendu qu'il y en a qui n'étaient pas opérables, parmi les patients donc, qui ont été réséqués, opérés dans le mois qui ont suivi le diagnostic, le taux de survie était supérieur à 10 ans chez 92% des patients. Donc on s'est dit là, enfin on tient un bon bout, c'est-à-dire on a une méthode de dépistage qui, contrairement à la radiographie standard, permet de dépister tôt et de conséquences, puisque ce n'est qu'une relation de cause à effet, si on dépiste tôt, on va être efficace. Et donc on a senti que grâce à cette étude, manifestement, on touchait au but parce qu'on va avoir une amélioration de la mortalité qui est le critère, je dirais, chiffré qui justifie une campagne de dépistage sur le plan santé publique. Donc cette étude a été lancée, qui a permis de valider ce point, c'est l'étude faite aux États-Unis, la NLST, et qui a permis de faire un dépistage sur 53 000 patients. Alors, les patients qui ont été inclus ont un âge compris entre 55 et 74 ans. Ils étaient tous asymptomatiques, fumeurs ou anciens fumeurs, avec un tabagisme quand même, vous voyez, majeur, 30 paquets à nez. Anciens fumeurs qui ont arrêté dans les 15 ans précédentes, qui ont quand même été inclus, puisqu'on sait que le facteur de risque du tabagisme ne s'arrête pas le jour où on arrête de fumer. Absence d'antécédents de cancer du poumon pour ne pas être biaisé au niveau des études par des interférences cancérologiques d'autres origines. L'absence de scanner thoracique au cours des 18 derniers mois. L'absence de symptômes cliniques, en particulier pas d'hémoptysie. Et l'absence de perte de poids. Donc le patient qui est gros fumeur et qui se sent en pleine forme. C'est lui qui a été ciblé, mais retenez quand même 30 paquets à nez et 55 ans. Et je vous passe les détails du résultat de cette étude, et vous avez une étude de résultat final qui dit qu'on avait une réduction de la mortalité de 20% par cancer du poumon chez les patients dépistés. Donc c'est vraiment le critère qui, sur le plan santé publique, est majeur et qui justifie de pouvoir utiliser cette méthode pour dépister le cancer du poumon. Alors, donc bien entendu, ce fut un enthousiasme important dans la communauté médicale. Et les Français ont demandé à l'HAS est-ce qu'on pouvait faire une campagne de dépistage du cancer du poumon comme aux États-Unis. Et voilà la réponse de l'HAS qui a été faite en janvier 2016. L'HAS a répondu « Les conditions de qualité et d'efficacité de la sécurité nécessaires à la réalisation du dépistage du cancer bronchopulmonaire par tomodensitométrie à dose de rayon X qualifiée de faible chez les personnes fortement tabagiques ou les réalités ne sont pas réunis en France. » Voilà. Donc une réponse un petit peu évasive.
Lorsque on fouille un petit peu ce rapport, l'argumentation est de dire il n'est pas prouvé que l'étude américaine soit superposable en Europe. Voilà, donc c'est un peu frustrant, même très frustrant. On en est là, hélas. Alors, bien entendu, ce que tout le monde pense sans le dire, c'est qu'il y a une justification monétaire derrière, c'est-à-dire le coût du dépistage. Mais là aussi, je pense que les gens qui calculent les coûts dans les bureaux au ministère, je ne suis pas persuadé qu'ils savent vraiment, je dirais, calculer à bon escient. J'en veux pour preuve. Qu'est-ce que coûte un scanner thoracique chez un patient à qui on va dépister? Vous savez que la facturation du scanner thoracique est une facturation qui est double. Vous avez une facturation dans l'acte intellectuel, donc c'est 25 €, et une facturation qui est le forfait technique. Le forfait technique est une facturation qui est proportionnelle au nombre d'actes faits. C'est-à-dire que comme vous avez une carte sanitaire où le nombre de scanners est limité, actuellement, tous les scanners de France arrivent à dépasser leur taux de leur quota, ce qui fait que tous les examens supplémentaires. Donc si on faisait une campagne de dépistage du cancer du poumon, tous les scanners qui viendraient en plus seraient impactés du forfait technique minoré, qui est de 18 € si mes souvenirs sont bons. Donc combien coûterait un dépistage du cancer du poumon chez un patient? 25 € plus 18 €, c'est-à-dire le prix d'une consultation médicale d'une radiographie de thorax. Donc là, je suis désolé, mais quand vous voyez combien coûte un patient qui a un cancer, qui est suivi en chimiothérapie, qui est opéré, et même le patient qui est pris de manière trop tardive et qui est en soins palliatifs, je ne suis pas mathématicien, mais je pense que les bureaucrates, s'y calculaient, ils se rendraient compte que le calcul n'est pas très bon. Bref, fermons la parenthèse, ce n'est que mon avis à moi, mais pour vous dire qu'on reste sur une grosse frustration sur le plan médical. Pour quand même, je dirais, soulager notre frustration, il y a un article qui est paru dans le JAMA qui a montré que 35 sociétés savantes qui s'intéressent au thorax ont quand même donné un avis tout à fait favorable au dépistage du cancer du poumon dans les conditions qui ont été validées par l'étude américaine. Donc sachez que médicalement parlant, il est tout à fait défendable de faire dans sa pratique quotidienne un dépistage du cancer du poumon, même s'il n'y a pas de campagne officielle et nationale. Message à retenir, parce que j'ai dit qu'on aurait des cas et des petits messages. Un message, c'est quoi? C'est que le patient de plus de 50 ans, on retrouve le critère qui a été retenu dans l'étude américaine, ayant fumé au moins 30 paquets à l'année, il est médicalement licite de lui faire passer un scanner thoracique low dose à la recherche d'un cancer débutant. Ça, personne ne va vous le reprocher. Et vous avez, je dirais, un consensus médical qui vous permettra de travailler sereinement. Et ce n'est pas l'irradiation de la population ou le coût de la santé qui va poser problème par rapport à ça. Deuxième message qui est quand même contenu dans le rapport de l'HAS, qui est de dire que le patient fumeur qui présente le moins de symptômes respiratoires, il faut lui faire un scanner thoracique, tout simplement parce que, comme on a dit dans le résultat de la première étude, la radiographie du thorax n'est pas un bon examen pour dépister le cancer du poumon. Donc le patient qui rentre dans notre cabinet, qui dit « Docteur, je tousse, j'ai fumé 30 paquets à l'année », vous lui faites pas de radio de thorax, vous lui faites un scanner thoracique. Voilà, on va passer au deuxième sujet. Ah oui, bon, alors c'est pour vous dire que c'est grâce à ce genre d'examen qu'on va dépister ce genre de cancer, que vous imaginez bien, un bombement de l'éperon interne de division bronchique qu'on voit ici en endoscopie, qui bien entendu ne va pas se manifester sur le plan radiographique. Il faudra attendre que le cancer ait grossi pour boucher la bronche et avoir une atelectasie. Donc le scanner, heureusement, nous permet de dépister ce genre de cancer. Et puis pour vous remettre dans la vraie vie, ça c'est un patient qui est venu faire une radiographie au cabinet la semaine dernière, qui avait une douleur thoracique, une radio de poumon fumeur, bien entendu, une bronchopathie avec une BPCO, mais aucun signe de cancer. Moi, personnellement, j'applique ce que je dis. Donc, le patient qui a fumé 30 paquets à l'année, qui vient dans mon cabinet et qui a un symptôme, s'il vient faire une radio d'ailleurs, c'est parce qu'il a un symptôme, je lui fais son scanner du poumon. Et je n'ai pas encore l'impact, mais il y a bonne chance que cette petite lésion, qui doit se situer à peu près dans cette région-là, qui bien entendu est totalement invisible sur le standard, corresponde à un cancer du poumon. Alors, deuxième situation clinique. Alors, vous avez un petit compte rendu, comme vous devez avoir tous les jours avec vos patients.
présente un nodule lobaire inférieur gauche, j'ai l'impression que vous avez fait un scanner pour une raison X ou Y, et maintenant je fais quoi? Donc c'est un petit peu en rapport avec la deuxième question qui était posée tout à l'heure, c'est-à-dire quelle est la conduite à tenir face à un nodule pulmonaire, parce que vous, généraliste, quand vous allez recevoir votre patient, il va avoir un petit compte rendu, et puis dessus, le radiologue il va marquer, voilà, il y a un nodule pulmonaire. Et moi je vois, dans ma pratique quotidienne, le retour. Et je me rends compte qu'il y a vraiment un désarroi ou un flou absolu qui fait que soit on me le contrôle au bout d'une semaine, aucun intérêt, soit on ne le contrôle pas et je le revois un an plus tard avec un cancer du poumon. Bref, il y a manifestement des choses ne sont pas claires dans l'esprit, donc je pense qu'on va essayer de clarifier un petit peu ce qu'il faut être fait par rapport aux généralistes, hein, ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Alors, qu'est-ce que doit savoir le médecin généraliste? D'abord, quels sont les nodules qui ne nécessitent aucune surveillance? Première leçon, c'est que bien entendu, à partir du moment où on a découvert un nodule, c'est pas parce qu'il y a un nodule qu'il faut faire une surveillance. Donc première étape, c'est à savoir reconnaître les nodules qui ne sont à ne pas surveiller. On clôt le débat. Deuxième élément, c'est pour ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est la surveillance et quand est-ce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et l'envoyer chez le pneumologue. Alors, les nodules typiquement bénins qui nécessitent zéro surveillance, c'est-à-dire que vous allez ressortir du cabinet en disant vous avez un nodule, mais oubliez-le, point de barre, on ne fait pas de scanner, on ne fait pas de radio, on ne fait rien du tout, rentrez chez vous. Alors, c'est d'abord le nodule calcifié en masse, qui correspond à un granulome calcifié. Donc vous voyez qu'ici, sur votre scanner, c'est que du calcium, tout ça. Donc s'il n'y a que du calcium, il n'y a pas de contamination charnue, il n'y a pas de risque évolutif, ça, c'est bien dense sur la radio, ça inquiète beaucoup, parce que ça soit super bien sur la radio, vu que c'est très dense. Et donc à chaque fois qu'il va faire une radio des poumons, oh là là, tout le monde va s'alarmer, le radiologue en premier, et il va dire au patient, oh là là, vous avez une tache dans le poumon, il faut vite courir chez le médecin. Bon, donc à partir du moment où on sait que c'est un nodule calcifié, et ça c'est que le scanner qui permet de l'authentifier de manière certaine, il faut arrêter toute surveillance sur les débats clos. Deuxième cas de figure, qui est plus discret, mais qui est également typique sur le scanner, c'est le nodule qui présente une calcification centrale. Vous voyez ici, la petite calcification est bien au centre du nodule pulmonaire. Donc là, il faut quand même bien regarder, parce que c'est vraiment un critère, je dirais, morphologique qui doit être précis. Et à partir du moment où on a un granulome, une petite calcification centrale, on sait que manifestement le processus est un processus granulomateux et que de ce fait, ça nécessite également zéro surveillance. Quand je dis qu'il faut faire attention, c'est parce que quand la calcification n'est pas centrale, comme c'est le cas ici, il ne faut surtout pas dire j'ai un nodule avec du calcium dedans, c'est séquelaire. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit petite calcification centrale. Si la calcification n'est pas centrale et qu'elle est excentrée, on sort du cadre de nodule bénin qui nécessite aucune surveillance et on va retomber dans le cadre d'un nodule pulmonaire X ou Y qu'il faudra surveiller. On va voir le protocole de surveillance après. Autre nodule qu'il faut, je dirais, classer comme bénin, c'est le ganglion intraparenchymateur. Le ganglion intraparenchymateux, c'est un aspect morphologique tout à fait typique, c'est-à-dire que c'est un aspect, on appelle ça dans la littérature en péribasque, c'est-à-dire que vous avez un bord convexe et un bord rectiligne, et il se situe toujours à proximité de la plèvre, soit de la plèvre viscérale, soit de la plèvre scissurale. Donc quand vous avez un ganglion intraparenchymateux, ça ne nécessite zéro surveillance. Image typiquement bénigne. Et donc, c'est pas du peine de lui refaire des scanners, de lui rentrer dans le protocole et de lui faire une surveillance particulière. Le ganglion intraparenchymateux est une image normale. Et donc, il faut clore le débat là aussi. Enfin, dernière image, je dirais typiquement bénigne, qui ne nécessite aucune surveillance, c'est les tumeurs bénignes du poumon, qu'on appelle les amortochondromes, qui vont se manifester sous la forme de nodules qui contiennent de la graisse. Voilà. Alors attention, il ne faut pas confondre la graisse avec de la nécrose. Donc le mieux pour authentifier une densité graisseuse dans le poumon, c'est de faire un scanner sans injection, parce que si vous avez une tumeur nécrosée et que vous faites un scanner avec injection, vous allez avoir parfois à l'intérieur un aspect hypodense qui va être de la nécrose tumorale. Donc pour bien authentifier le caractère hypodense, du contingent hypodense à l'intérieur de nodule, il faut le faire scanner sans injection. Et ensuite, bien entendu, il faut faire une mesure avec le logiciel du scanner, de la densité, qui doit être bien entendu franchement négatif. Il ne faut pas simplement se fier à l'aspect un peu noir du centre, il faut que ce soit bien clair. Il faut que le radiologue vous ait dit, oui, j'ai mesuré à l'intérieur, j'ai une densité qui est basse, moins 50, moins 80, et ainsi de suite, et là, vous avez la certitude que c'est de la graisse, et si c'est de la graisse, le débat est clos. Maintenant qu'on a éliminé les nodules qu'il ne faut pas surveiller, nous allons voir les nodules qu'il faut surveiller et comment les surveiller. Alors, première étape, il faut d'abord
classés sur nodules. Et il faut bien retenir qu'il y a 3 types de nodules. Et chaque type de nodule a sa propre surveillance et son propre protocole de surveillance. Donc nous allons voir le nodule solide, le nodule non solide et le nodule semi-solide. Le nodule solide, par définition, c'est un nodule qui a un centre dense, en fait. Vous allez voir la différence par rapport aux autres. Donc voilà un nodule totalement solide, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir par rapport à ça. Contrairement au nodule non solide, vous voyez franchement la différence. Vous voyez qu'ici, c'est comme une petite plage de verre dépoli qui est ronde. Ça, c'est important, il faut qu'elle soit ronde. Si elle n'est pas ronde, on n'est pas dans un nodule non solide, on est dans un cadre d'un infiltrat en verre dépoli. Pour parler de nodule non solide, il faut qu'on ait quelque chose de faible densité et qui soit rond, et qui soit rond dans les deux plans, pas que dans le plan axial, parce que si vous avez quelque chose sur une scissure qui peut être visible sous la forme de quelque chose de rond en axial, ne sera pas forcément rond dans le plan sagittal ou coronal. Donc il faut véritablement que la morphologie soit ronde. Donc très faible densité et de morphologie arrondie, c'est ce qui caractérise le nodule non solide. Et le nodule semi-solide, c'est un mix entre les deux. C'est-à-dire que vous avez une image ronde également, j'insiste, qui a un contingent peu dense, comme le nodule non solide, et un contingent dense, comme le nodule solide. Et donc c'est le mélange de ces deux densités qui caractérise le nodule semi-solide. Alors les nodules non solides et semi-solides, il faut s'en méfier parce que souvent, un certain nombre d'entre eux vont entrer dans ce continuum anatomopathologique qui va faire passer de l'hyperplasie adénomateuse atypique à l'adénocarcinome in situ, à l'adénocarcinome micro-invasif pour aboutir ensuite à l'adénocarcinome. Et vous allez voir que cette évolution est très particulière et très différente des nodules solides classiques qu'on a l'habitude de surveiller parce que c'est une évolution qui est beaucoup plus lente et il faudra en tenir compte dans le protocole de surveillance. Passons aux choses pratiques. Le nodule solide, conduite à tenir. Première étape, le nodule est inférieur à 4 mm, on s'arrête. Parce que statistiquement, on s'est rendu compte, notamment dans des études d'Episcan en Europe, qu'on découvrait, quand on faisait des scanners thoraciques à tout le monde, plein de nodules. Et c'est un petit peu un des arguments des gens qui critiquent les études de dépistage, c'est de dire oh là là, on trouve plein de choses, donc après on fait de la morbidité parce qu'on fait de la surveillance, on fait des explorations, c'est pas bien. Bon, alors on va bien mettre les choses au clair. Les nodules de moins de 4 mm ne sont pas surveillés, c'est fini, on n'en parle plus. D'accord ? Ensuite, si le nodule par contre est compris entre 4 et 6 mm, là, c'est quand même plus embêtant et statistiquement, le risque commence à augmenter. Donc là, c'est important de le surveiller. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme surveillance ? On va faire une surveillance entre 6 et 12 mois, puis une surveillance à 24 mois pour retomber sur l'adage classique qui est de dire qu'un nodule solide qui n'a pas bougé au bout de 2 ans, il est bénin. On reste sur ce principe-là. Pourquoi entre 6 et 12 mois ? Parce que quand le nodule est à 4 mm, on n'est pas trop inquiet, on peut se permettre de le contrôler à 6 mois. Et si par contre il est 6 mm, bon, on est un petit peu plus prudent, donc on va faire le contrôle un petit peu plus tôt. Bon, soyons simples, retenons qu'il faut le contrôler dans la première année, entre 6 et 12 mois, et que s'il n'a pas bougé, on est relativement serein, mais on sait qu'on ne peut pas passer à côté d'un petit adénocarcinome qui peut évoluer lentement, et on préfère le contrôler à 24 mois, et si à 24 mois, il n'a pas bougé, le débat est clos. Deuxième cas de figure, il est compris entre 6 et 8 mm. Ah là, ça commence à devenir un petit peu critique, on est un petit peu plus inquiet. Donc on commence par faire un contrôle beaucoup plus rapproché, entre 3 et 6 mois, bien entendu. Plus il sera près du 8, et plus on sera près du 3, plus il sera près du 6, plus on pourra se permettre d'être près du 6 mois. Parce que 8 mm, on sait que statistiquement, on commence à se rapprocher à des seuils où le risque de tomber sur un cancer commence beaucoup à augmenter. Donc on préfère, contrairement au cas précédent, faire un contrôle plus rapproché. Et puis bon, s'il n'a pas bougé au bout du premier contrôle, on respire un petit peu, on se dit bon là maintenant, peut-être qu'on va être sur un nodule qui ne bougera pas, on attend 12 mois, 12 mois il n'a toujours pas bougé, on est tranquille, et puis on attend notre seuil de 24 mois, et s'il n'a pas bougé au bout de 24 mois, ça y est, on clôt le débat, ce nodule est bénin. Et puis maintenant, s'il dépasse 8 mm, alors 8 mm, avant on disait 10 mm, maintenant on est plus sur un consensus de 8 mm, là 8 mm, on est quand même franchement inquiet, mais on ne va pas tout de suite sortir l'artillerie lourde parce que de temps en temps il peut y avoir des nodules qui
qui vont disparaître et qui sont d'origine infectieuse. Donc on commence toujours par faire un contrôle à 3 mois. Alors, surtout ne pas le perdre dans la nature, ne pas attendre trop longtemps. Certains préfèrent le contrôler un petit peu plus tôt en se disant si c'est de l'infectieux, ça va bouger au bout d'un mois. Tout ça se défend. Ce qu'ils disent dans la littérature, c'est 3 mois, mais c'est tout à fait licite de le contrôler un peu avant parce qu'un nodule d'origine infectieuse, en 1 mois, il aura bougé. Donc si morphologiquement le nodule est quand même très inquiétant, on peut se le permettre de contrôler à 1 mois, 1 mois et demi. L'arrière-pensée, c'est quoi? C'est de ne pas déclencher une batterie d'investigation chez un patient qui aurait un nodule d'origine infectieuse, parce que ce nodule d'origine infectieuse, eh ben, il va bouger rapidement. Donc c'est juste pour ça qu'on fait ce contrôle, et à partir du moment où on voit qu'il ne disparaît pas, il ne régresse pas, on sait que ce n'est pas d'infectieux, et là on peut sortir l'artillerie lourde, puisque 8 mm c'est quand même le seuil auquel il faut adresser le patient au pneumologue, parce qu'on a une potentielle indication opératoire, et puis après ça sera discuté en RCP. Mais le seuil de 8 mm d'un nodule qui persiste dans le poumon au bout du contrôle de 1-3 mois, c'est un nodule suspect a priori. Le nodule non solide. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, sur le plan anatomopathologique, on n'est pas du tout sur la même gamme, et donc c'est pas du tout sur la même cinétique d'évolution. C'est pour ça que le protocole n'est pas du tout le même. On commence par faire un contrôle à 3 mois. Toujours avec l'arrière-pensée de se dire est-ce que c'est pas quelque chose d'infectieux. Donc si ça a disparu, le débat est clos, très bien. Par contre, si il persiste, là, on va se dire bon, on est peut-être dans le cas de notre dysplasie adénomatoïde. Donc on va dans ces cas-là regarder sa taille. Si la taille est inférieure à 5 mm, on sait que statistiquement, il y a peu de risques que ça soit quelque chose de suspect. Donc le consensus qui a été retenu justement pour éviter la multiplication des explorations et les suivis de patients à tort, c'est de dire qu'un nodule non solide qui est inférieur à 5 mm, même s'il persiste sur le contrôle à 3 mois, on ne surveille pas, sauf s'ils sont multiples, parce qu'on sait que quand ils sont multiples, il y a plus de risques qu'on soit vraiment dans le cas d'une atypie au niveau cellulaire. Si ensuite il est stable et de taille supérieure à 5 mm, là on est quand même un petit peu plus embêté parce que le nodule non solide de plus de 5 mm, il est beaucoup plus sujet à entrer dans le cadre du continuum anatopathologique dont je vous parlais tout à l'heure, et là il va falloir le surveiller. Mais on sait que ces lésions évoluent très lentement. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas le recontrôler trop vite, il faut le recontrôler 1 fois par an. Et ce qui est retenu comme délai de surveillance, c'est 5 ans, parce que les cancers évoluent souvent très lentement. Et il faut toujours, lorsqu'on fait ces scanners de contrôle, contrôler non seulement avec le scanner précédent, mais avec le premier scanner, parce que vous allez voir sur des exemples qu'on va voir après, parfois l'évolution peut être très discrète, et cette discrète évolution suffit à poser l'indication opératoire. Alors bien entendu, lorsqu'on va faire cette surveillance, s'il y a une modification en taille, il faut opérer, mais également s'il y a une modification en aspect. La taille n'est plus le seul critère, contrairement aux nodules solides. Il y a aussi l'aspect morphologique de la lésion, si la densité se modifie à l'intérieur, si on a l'apparition d'un contingent plus solide, tout ça, ce sont des critères qui doivent justifier une exérèse. Passons maintenant aux nodules semi-solide. Alors, le nodule semi-solide, on s'en méfie énormément, vous allez voir pourquoi. Et le protocole de l'attitude à adopter est un petit peu différent par rapport au fait qu'on est beaucoup plus inquiet face à ce nodule. Alors, on commence toujours, bien entendu, par notre contrôle à 3 mois. Si le nodule est stable et que la composante solide est inférieure à 5 mm, on va le surveiller comme un nodule non solide pendant 5 ans. Donc vous voyez que là, on n'est plus sur un critère de taille comme sur le nodule non solide, on est sur un critère de l'importance de la composante solide, parce qu'on s'est rendu compte que dans ces lésions semi-solides, la présence du contingent solide à l'intérieur du semi-solide, c'est ça qui était très corroboré avec le risque évolutif de la lésion. Et donc, le seuil qui a été retenu, c'est le seuil de 5 mm. Donc, si on est dans ce cas de figure, il faut le surveiller comme les autres lésions en faisant un scanner par an pendant 5 ans. Autre élément différent par rapport aux autres conduites atténuées, c'est que si, bien entendu, s'il y a une modification, on revient sur le même débat, il faut opérer, hein, voilà, ça c'est simple. Par contre, si la composante solide est supérieure à 5 mm, même s'il n'y a pas de critère de modification, c'est là qu'on est complètement différent par rapport aux autres nodules solides et non solides, c'est que si on a un contingent solide de 5 mm, même si la lésion
n'a pas de critères évolutifs, c'est suffisamment suspect pour l'enlever d'emblée. Donc ça, c'est vraiment l'élément principal qu'il faut retenir du caractère vraiment inquiétant de ces nodules semi-solides. Donc lorsque vous avez un nodule semi-solide et que même s'il n'a pas évolué, même si vous avez un examen et que votre contrôle à 3 montre qu'il persiste et que le contingent solide est supérieur à 5 mm, il faut d'emblée envisager de l'enlever parce que le risque statistique est très important. Alors, pourquoi faire toujours un contrôle à 3 mois, même si le nodule apparaît très suspect, parce que voilà, ici on pourrait se dire, oh là là, c'est un nodule semi-solide avec un gros contingent solide, je suis très très inquiet, je l'envoie tout de suite au chirurgien. Sauf que parfois ça peut être tout simplement de la pneumonie ronde, hein, donc avant de l'envoyer le patient au chirurgien, on fait toujours, quel que soit l'aspect de la lésion, le plus suspect soit-il, un contrôle à 3 mois ou un petit peu avant. Lui, je pense qu'il était tout à fait licite de le faire à 1 mois et demi pour voir que ça bouge et pour confirmer que c'est infectieux, parce que 3 mois, on est quand même pas très tranquille de laisser quelqu'un dans la nature avec ça pendant 3 mois. Voilà des exemples de modifications d'aspect sans modification de taille. Vous voyez, voilà, ce nodule il se modifie, il ne grossit pas vraiment, mais sa structure interne se modifie, et ça justifie d'être agressif et d'aller enlever cette lésion, parce qu'on a bien dit que ce n'est pas que la modification en taille qui change, qui est importante, mais également la modification en aspect, notamment en densité. Et ça, je vais retenir, il existe 3 types de nodules. Chaque type de nodule a son propre protocole de surveillance et se méfier plus particulièrement des nodules semi-solides. Alors, conduite à venir face à une suspicion clinique d'embolie pulmonaire. On va d'abord rappeler ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que les dédimères sont un marqueur biologique super sympa parce qu'il est très sensible, mais peu spécifique. Donc, lorsqu'on a une suspicion clinique d'embolie pulmonaire, on fait des dosages de dédimères. Et si les dimères sont positifs, on fait un angioscan thoracique plus qu'une scintigraphie pulmonaire, c'est reconnu maintenant. Et si par contre les dédimères ne sont pas élevés, eh ben, on est tranquille, on dit au patient, eh ben, grâce à notre magique dédimère, vous êtes sauvé, vous n'êtes pas dans le pulmonaire, vous pouvez dormir tranquille. Ça, c'est ce que tout le monde connaît, ce qui est pas mal, mais vous allez voir que c'est pas non plus parfait. Pourquoi ? Situation clinique numéro 3. C'est du vécu, ça c'est un patient que j'ai vu moi personnellement. Un homme de 30 ans, en vacances à La Réunion, vient de faire le voyage en avion et il constate que son mollet a gonflé et il a une sensation d'oppression respiratoire. Et donc son entourage lui dit, oh là là, toi tu dois avoir une phlébite, j'ai vu ça dans un magazine, quand on fait des voyages en avion, souvent on a des gros mollets et après on meurt. Donc va vite aux urgences s'il te plaît. Donc il va aux urgences, le médecin lui dose des dédimères qui sont inférieurs à 500, donc il lui dit, ben voilà, on a dosé des dédimères, ils sont négatifs, vous pouvez rentrer chez vous. Donc ce patient, moi je le revois le lendemain matin, parce qu'il a toujours mal au mollet, et que son médecin lui dit, bon il a mal au mollet, c'est pas normal, allez voir, c'est pas une déchirure. Donc je fais son écho, et puis bien entendu je lui trouve une phlébite, et puis je fais le scan, et puis je trouve une embolie pulmonaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cela? Il faut retenir que 1% des phlébites, donc des embolies pulmonaires, ont des dédimères négatifs. Bien sûr, c'est exceptionnel, mais pour le patient que ça arrive comme c'est lui, comme notre patient, et ben c'est 100% pour lui, quoi. C'est pourquoi, et ça c'est bien écrit dans les recommandations, le dosage des dimères ne doit être utilisé que pour confirmer l'absence d'embolie dans une situation où la probabilité clinique est faible. Uniquement si la probabilité clinique est faible. Or, notre patient, il avait une forte probabilité, il avait un gros mollet, il était gêné pour respirer, il avait voyagé en avion, donc il ne fallait surtout pas lui faire des dédimères. Quand la probabilité est forte, comme c'est le cas de dessus, il ne faut pas doser des dédimères et il faut faire un angioscan thoracique d'emblée. Alors après, dans la littérature, si on se pose la question de savoir comment est-ce que le patient est suspect ou pas suspect, bon, on a des outils, on a notamment le score de Well, qui permet de déterminer si le patient est à risque d'embolie pulmonaire. Donc c'est un score, comme tous les scores, vous avez différents items, vous faites votre petit score, vous faites votre calcul, et puis si vous avez un score qui est inférieur à 1, bon, là on est tranquille. Ce patient n'a pas de risque clinique d'avoir une embolie pulmonaire, vous faites votre dosage des dimères, et là effectivement, s'ils sont négatifs, on est rassuré. Par contre, si le score est supérieur à 1, on se retrouve dans le cas de figure du patient qu'on a vu, il ne faut surtout pas lui faire un dosage des dimères, parce que ça va faussement rassurer, voire ça va le faire rentrer chez lui, faire son embolie, mourir pendant la nuit. Donc, si le score est supérieur à 1, on ne fait pas de dosage des dimères, on lui fait un angioscan thoracique. Message à retenir.
ne pas doser les dédimères en cas de forte suspicion d'embolie, car laisser passer une embolie à dédimère négatif, même si c'est exceptionnel, serait dramatique. Donc il faut demander d'emblée un angioscan thoracique dans ce cas de figure. Et le score de Well permet d'évaluer la probabilité d'embolie pulmonaire si on a un doute clinique. Situation clinique numéro 4. Ça encore, c'est du vécu perso. Si on a le gars qui vient de 20 ans, bien fait une radio cabinet parce qu'il y a une toux. Je vois cette radio de thorax qui tout de suite attire votre attention. Donc bien entendu, qu'est-ce que je lui fais? Vous me connaissez, un scanner thoracique. Je lui fais son scanner thoracique qui confirme le diagnostic que vous aviez déjà fait vous cliniquement. C'est que ce patient a manifestement une tuberculose miliaire. Donc j'appelle dans son médecin traitant et je lui dis voilà, ton patient il a une tuberculose miliaire, il faut t'en occuper. Et je suis de garde 15 jours plus tard, on m'appelle pour un délire fébrile, et qui c'est que je revois? Je revois mon petit patient avec sa méningite tuberculeuse, avec une prise de contrainte des espaces sous-arachnoïdiens. Donc je fais ma petite enquête, et le médecin traitant, de bonne foi, on lui a dit, ce patient il a une tuberculose, il a fait une recherche de BK, et il n'y a pas de bacille dans les crachats. Donc le laboratoire lui a dit, votre patient, pas de bacille, il n'a pas la tuberculose. Donc, je ne sais pas ce que vous en faites, mais vous faites, c'est pas une tuberculose. Bon, donc lui, le médecin généraliste a dit, bon, bah, si c'est pas une tuberculose, je vais le mettre sur un autre traitement, c'est qu'il a été fait. Et bon, de là vient, bien entendu, la problématique. Alors, comme vous le savez tous, la tuberculose miliaire est une tuberculose qui se caractérise par un processus pathologique de dissémination hématogène, donc il n'y a pas de bacille dans les bronches. Donc si vous faites votre recherche de BK dans les bronches, ben, hélas, souvent vous n'en trouverez pas, sauf s'il a également un petit foyer bronchogène, mais s'il est une miliaire pure, vous n'aurez pas de bacilles dans les bronches, puisque les bacilles tuberculeux vont cheminer dans le poumon pour avoir sanguine. Et vous voyez bien que sur le plan scanographique, on n'a pas du tout la même chose. Ici, vous avez un aspect de miliaire, on va appeler un petit topo de jeudi, avec l'aspect de micronodulation ubiquis qui touche l'ensemble des compartiments du poumon, alors que ici, là, vous avez une tuberculose bronchogène avec les micronodules centrolobulaires qui vont confluer et qui vont s'excaver avec les micro-excavations. Donc là, vous avez du bronchogène qu'on a l'habitude. Là, vous faites votre recherche de BK, vous avez 100 bacilles tranchants, vous êtes tranquille. Mais c'est ça qu'il ne faut pas laisser passer. Alors, même si la tuberculose post-primaire bronchogène est la forme la plus connue de la tuberculose que tout le monde a à l'esprit, il faut avoir également à l'esprit les autres présentations possibles de la tuberculose. Alors, on va voir quelques petites présentations. Et pourquoi il faut retenir cela? Parce que vous savez que depuis le janvier 2007, la France a changé sa position, sa situation, son attitude vaccinale, et que le BCG n'est plus obligatoire. Donc, si le BCG n'est plus obligatoire, ça veut dire que vous allez avoir une population qui n'a jamais été en contact ni avec le bacille, ni avec le vaccin, donc le bacille atténué, qui va être confrontée et qui vont faire des infections qui vont être différentes. On va avoir des formes qui sont plus notre tuberculose post-primaire, de l'alcoolo tabagique avec les grosses cavernes. Il va falloir s'habituer à avoir d'autres formes de tuberculose qui, pour certaines, ne seront pas bacillifères, raison de plus pour s'en méfier. Quelles sont les formes qu'on va voir? Eh bien, on va voir la forme pneumonique, qu'on a l'habitude de voir chez l'enfant, mais qu'on va voir maintenant chez les sujets adultes, puisqu'ils auront été zéro exposés. Et donc, ils vont voir cette forme pneumonique, vous voyez, une grosse condensation pulmonaire avec une anédopathie hypodense qui attire un petit peu l'attention. Donc, première forme qu'il va avoir à l'esprit, le patient qui a une pneumopathie qui ne régresse pas sous traitement habituel, c'est pas forcément un cancer. Il faudra penser également à la tuberculose pneumonique. Autre forme, bien entendu, c'est la forme ganglionnaire, uniquement sous la forme de ganglion mediastinaux. Alors, sur le scanner, des fois, on a l'œil attiré par le fait que le ganglion, la pneumopathie est très hypodense. Mais bon, il va falloir évoquer le diagnostic de tuberculose. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir chez les enfants, qu'on a l'habitude de voir notamment chez les enfants de race noire, qui font plus ce genre de forme de tuberculose. Mais comme je vous dis, la situation vaccinale de la France ayant changé, de la population française ayant changé, ça, vous allez le voir bientôt chez tout le monde. Et puis, bien entendu, on revient sur notre dossier de forme miliaire avec son corollaire qui est la méningite tuberculeuse, puisque quand ça diffuse comme ça, par voie sanguine dans les poumons, ça va également dans les méninges, et le pronostic est bien entendu lié à l'atteinte méningée. Message à retenir, la tuberculose bronchogène bacillifère n'est pas la seule présentation de cette maladie. Il faut connaître les formes pneumoniques, ganglionnaires et milaires, qui seront plus fréquentes dans les années à venir en raison du changement de l'état vaccinal de la population française. Situation clinique numéro 6. Alors, faites un scanner pour une raison X ou Y, et le radiologue vous répond, il y a des calcifications sur les coronaires. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire des calcifications sur les coronaires? On passe et puis on ne s'intéresse pas à ça. Hélas, c'est pas ce qu'il faut faire. Pourquoi?
Cette petite phrase va constituer une alerte fantastique pour la prévention du risque cardiovasculaire. Vous allez me dire, ça veut dire quoi? À chaque fois qu'il y a des calcifications sur le coronaire, il faut tirer la sonnette d'alarme? Non, je n'ai pas dit ça. Vous allez voir que ça sert simplement à alerter le clinicien. Donc, évaluer le risque cardiovasculaire du patient, c'est quelque chose d'hyper fondamental. Pourquoi? Parce que le risque cardiovasculaire, sur le plan épidémiologique, c'est quoi? C'est le pourcentage d'événements cardiovasculaires graves à 10 ans. Et vous avez l'habitude, lorsque vous avez vos patients, d'évaluer cela à partir du moment où ils commencent à avoir des facteurs de risque. Et pour évaluer cela, vous utilisez généralement le score de Framingham, qui est un score clinique. Mais vous allez voir qu'on a également le score calcique. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est. Le score de Framingham que les cliniciens utilisent, c'est un score qui est basé sur des éléments cliniques, l'âge, le sexe, le tabagisme, le cholestérol, l'hypertension, le diabète. Donc on rentre toutes ces informations sur un petit diagramme, et quand c'est rouge, c'est pas bon, quand c'est vert, c'est bon. Et on va pouvoir ainsi déterminer si le patient est à risque de faire un accident cardiovasculaire dans les années à venir. Et suivant, bien entendu, ça va nous être plus ou moins la pression pour agir sur les facteurs de risque de ce patient. Autre outil que l'on a, c'est pour ça que je vous en prends moi, c'est bien entendu le score calcique. Alors, le score calcique, c'est quoi? C'est en fait un scanner qui va mesurer, suivant un logiciel particulier, la quantité et la densité des calcifications dans le réseau coronarien. Donc c'est un scanner qui est fait sans injection, synchronisé au cœur. Donc c'est un examen spécifique, ce n'est pas un scanner normal, hein, c'est un scanner particulier qu'on fait expressément dans des conditions techniques liées à cela et qui utilise un logiciel spécifique. Et on va, grâce à cette mesure et à ce logiciel, pouvoir donner un chiffre qu'on appelle le score calcique, et on va voir que ce score calcique est super bien corrélé au risque cardiovasculaire du patient. Voilà un petit tableau qui compare le risque clinique, donc le score de Framingham, et le score calcique. Prenons d'abord le cas du score de Framingham qui est basé sur les facteurs de risque. Peu de facteurs de risque, le pourcentage d'accidents, d'événements cardiovasculaires graves dans les 10 ans chez le patient est compris entre 1 et 1,7%. Bon, le patient n'est pas à risque. Par contre, s'il a beaucoup de facteurs de risque vasculaires, il va avoir ici 37% d'accidents cardiovasculaires graves dans les 10 années à venir. Maintenant, si on prend notre score calcique, on voit qu'on a la même graduation, et que si le score est inférieur à 100, c'est faible. Et puis au fur et à mesure qu'on augmente, si le score devient supérieur à 1000, on retombe sur des chiffres qui correspondent au haut facteur de risque du score de Framingham, avec 37% d'accidents cardiovasculaires dans les 10 ans à venir. Alors, il y a une étude qui a comparé ces deux outils que l'on a pour apprécier le risque cardiovasculaire du patient, et qui montre la chose suivante. Vous avez ici, en bleu, l'augmentation de... Alors ici, vous avez en ordonnée, en abscisse, la mortalité pour 1000 patients par an. Donc vous voyez ici, 2, 4, 6, voilà. Donc là, par exemple, quand il y a 0 facteur de risque, on est proche du zéro du risque de mourir, de nombre de patients qui meurent sur 1000 patients par an. Et puis au fur et à mesure qu'on augmente, vous voyez que là, quand on arrive à 3 facteurs de risque, vous avez ici quelque chose qui doit être compris à peu près à 3. Donc si vous avez 3 facteurs de risque dans une population de 1000 patients, il y en a 3 qui vont mourir dans l'année d'accidents cardiovasculaires. Maintenant, si on s'intéresse au score calcique, on voit que lorsque le score calcique se passe de 0 à 100, et je parle de 100, je n'ai pas dit de 1000, hein, j'ai dit de 100, vous voyez comment le nombre de patients augmente. Donc prenons un patient qui a 0 facteur de risque cardiovasculaire. Donc lui, vous n'avez même pas envie de le surveiller, vous lui dites voilà, il n'y a pas de diabète, pas de cholestérol, pas d'hypertension, il ne fume pas, rentre chez toi, dors tranquille. Sauf que si vous lui faites un scanner et qu'il a un score calcique à 100, il y a 9 patients qui vont mourir d'un accident cardiovasculaire. Donc vous voyez que là, vous avez un outil fantastique, le score calcique, qui vous permet de dépister beaucoup mieux que le score clinique de Framingham les patients qui ont risque de faire un accident cardiovasculaire grave. Et maintenant, vous voyez que si vous cumulez les deux, alors ça devient fantastique. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui a des facteurs de risque dans le score clinique et en plus un score calcique augmenté, là, c'est plus 3 patients qui vont mourir, mais c'est 15 patients. Donc vous voyez que véritablement, le score calcique est un outil fantastique qui peut être utilisé déjà, je dirais de manière isolée, mais qui peut également être cumulé avec le
le score clinique de Framingham pour pouvoir dépister une cohorte de patients qui sont tout à fait suspects d'avoir une mortalité très élevée dans les années à venir, sur qui il va falloir concentrer ses efforts pour, bien entendu, leur enlever cette morbidité, cette mortalité, en agissant sur ce sur quoi on peut agir, c'est-à-dire notamment les facteurs de risque vasculaire. Voilà, c'est un milliard. Alors, dernier petit point, j'aurais pu faire encore d'autres diapositives, que j'ai pas le temps d'en faire une, mais je vous le dis verbalement. C'est toujours dans le cadre des embolies pulmonaires, donc petit message à faire passer. L'embolie pulmonaire inexpliquée chez un patient doit faire toujours rechercher bien entendu une cause paranéoplasique. Donc il faut toujours, ça tout le monde généralement a bien retenu ce message, un patient qui a fait une embolie pulmonaire alors qu'il n'a pas été alité, il n'a pas voyagé en avion, il n'a aucun facteur de risque particulier, il faut chercher un cancer, donc il faut faire un scanner à thoracome pelvien, une mammographie, un PSA pour les hommes. Ça, c'est relativement bien passé comme message dans la population médicale. Par contre, ce qui est très mal passé comme information, c'est le fait que 15% des patients qui ont un bilan initial négatif vont faire un cancer dans les 2 ans qui viennent. Moralité, ça veut dire qu'un patient qui a un bilan, je dirais, de recherche DO négatif, alors qu'il a fait une embolie pulmonaire sans facteur particulier, pas de thrombophilie, pas de facteur déclenchant, vous faites votre scanner initial qui est négatif, on est tranquille, mais à moitié, parce que vous savez que dans ces patients, vous allez avoir 15 sur 100 qui vont faire un cancer dans les 2 ans. Donc ce qui est conseillé, c'est donc de refaire un scanner, un bilan scanographique, un TAP, au bout d'1 an. Bon, il n'y a pas de consensus bien précis dans la littérature, ils disent entre 12 et 24 mois, mais bon, plus de gens qui disent que là où c'est plus rentable, c'est à 12 mois. Donc de refaire un bilan à recherche d'un néoplasme au bout d'1 an. Voilà, merci. Merci, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai 2 petites questions à te poser. On nous a dit hier que la radio thoracique n'était pas un bon examen pour dépister une tuberculose. Aujourd'hui, tu nous dis que la radio thoracique n'est pas un bon examen pour dépister un cancer. Donc, que reste-t-il au jour d'aujourd'hui à la radio thoracique? La deuxième question, elle sera plus simple. Quel est ton seuil de sensibilité à la tête? 8, 10 000. Alors, première question, que reste-t-il de la radiographie thorax? Il n'y a pas que, heureusement, il n'y a pas, hélas, pas que le cancer du poumon comme pathologie chez le patient fumeur, il y a tout le reste, hein, donc il peut faire, il y a sa BPCO, il y a sa bronchopathie, ses compressions infectieuses, donc il y a d'autres intérêts de la radiographie dans le standard du thorax, mais effectivement, pas le dépistage du cancer du poumon. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Alors, deuxième question, c'est la TEP. Alors, la TEP, c'est très ambigu parce que, en fait, c'est souvent un petit peu hypocrite de notre part, nous, médecins également. C'est-à-dire qu'on lui accorde une valeur qui hélas, n'est pas celle qu'on devrait lui accorder. Je m'explique. La TEP est un très bon examen pour le bilan d'extension d'une lésion. Ça permet de dépister des métastases qui souvent ne sont pas visibles même sur un scanner bien fait. Donc c'est super pour les bilans d'extension. Cependant, pour le bilan diagnostic d'une lésion pulmonaire, c'est pas un bon examen. Et ça, tous les gens qui en parlent dans les congrès sont tout à fait unanimes là-dessus. Pourquoi c'est pas un bon examen? Parce qu'il y a hélas des faux positifs et puis il y a hélas des faux négatifs. Alors, faux positifs, tout ce qui est granulomateux va fixer. Donc ça veut dire que tous les gens qui vont avoir un granulome, on va se jeter sur eux pour leur faire des biopsies et d'autres types d'investigations avec la morbidité que cela comprend. Et puis, et surtout, des faux négatifs, c'est-à-dire que si on commence à se dire on a la TEP, c'est super, si c'est négatif, c'est un peu comme les détimères, hein. Si c'est négatif, eh ben, on peut clore le débat. Et bien là aussi, c'est un gros piège parce qu'il y a un certain nombre de cancers, des adénocarcinomes qui ne fixent pas la TEP. Et donc, grande prudence par rapport à l'usage de la TEP au cadre diagnostic, pas bilan d'extension, mais diagnostic. Je voulais demander, pour le dépistage thoraco-abdominopelvien, c'est avec injection ou sans injection?
dans le cadre de recherche de cancer avec injection. L'injection. Une autre question, j'ai entendu parler de coronaro-scanner ou quelque chose comme ça, non? Alors, le score calcique et le coroscan, c'est deux choses différentes. Voilà, c'est ça. Le coroscan, c'est un patient qui a une pathologie coronarienne dont on veut faire un bilan non invasif pour ne pas lui faire une coronarographie. En fait, le gros intérêt du coroscanner, c'est de pouvoir faire un bilan des coronaires sans la morbidité d'un Seldinger, c'est-à-dire d'un cathétérisme fémoral. Vous savez que lorsqu'on s'intéresse aux études de morbidité des coronarographies classiques, qui est quand même un cathétérisme artériel fémoral qui va remonter dans la horte, où ils vont gratter pour chercher l'ostium de la coronaire, on va décrocher des plaques, on va faire des dissections traumatiques de la horte ascendante, on va faire des AVC en décrochant des plaques, donc ce n'est pas un geste anodin, la coronarographie invasive. Contrairement au coroscanner qui lui permet de voir les coronaires sans avoir à cathétériser une artère, donc sans morbidité. Donc le gros intérêt du coroscanner, qui n'a rien à voir avec le score calcique, on est bien d'accord, le score calcique c'est un scanner sans injection qui mesure le calcium dans les coronaires. Point barre. Le coroscanner, c'est un examen avec injection où on injecte dans la veine pour voir les coronaires et pour voir s'il y a une pathologie coronarienne. S'il y a une pathologie coronarienne, là, on envoie la coronarographie parce que ça va aboutir d'avoir une évaluation souvent plus fine de la sténose et ça va aboutir à un geste avec un stent derrière. Mais l'intérêt, c'est que tous les patients qui ont des coronaires saines, eh ben, on va dire, pas la peine de faire de coronarographie conventionnelle. Et ça, tous ces patients-là, ils ne vont pas être exposés à la morbidité d'un cathétérisme artériel. Et donc, c'est vraiment la population qu'il faut cibler dans le coroscanner. C'est le patient, je dirais, qui a un faible risque d'avoir une pathologie coronarienne, mais chez qui on veut être rassuré pour ne pas passer à côté de quelque chose. Donc, chez ce patient, le risque bénéfice-risque, le seuil bénéfice-risque de lui envoyer la coronarographie n'est pas bon parce qu'il y a un risque de morbidité pour un bénéfice qui sera faible. Alors que le coroscanner va pouvoir dire oui, vos coronaires sont sains, pas la peine de faire de coronarographie. Alors, à quel rythme fait-on le scanner de dépistage du cancer du poumon chez un patient de plus de 55 ans, ayant plus de 30 paquets années, asymptomatique et qui a déjà eu un premier scanner normal? Alors, il n'y a pas de campagne de dépistage, donc je ne peux pas répondre à la question. Donc, il n'y a pas de consensus là-dessus. Dans les études qui ont été faites en Europe et aux États-Unis, les patients qui étaient à fort risque comme ceux-là, ils avaient un scanner par an. Maintenant, c'était le protocole d'étude, c'est pas le protocole qui est validé. De toute façon, il n'y a pas de protocole validé en Europe. Donc là, c'est, je dirais, au jugement de chacun. Donc déjà, de lui faire un scanner, c'est de votre propre jugement, vous, clinicien. Donc quand est-ce qu'il faut lui refaire un scanner? Il n'y a pas de consensus, donc je n'ai pas de réponse à cette question. Bon, moi, j'aurais tendance à dire c'est pas parce qu'il y a un scanner normal qu'il ne faut plus le surveiller, je suis d'accord avec toi. À quel rythme? Bon, moi je pense qu'un scanner annuel c'est quand même trop. Mais pour lui faire un scanner tous les 2 ans, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Mais ça, ce n'est que mon avis en moi. Merci. Excusez-moi, juste une question rapide et juste un commentaire. Jean-Luc Tritier, pédiatre. Merci pour la clarté de cet exposé. Je reviens un petit peu aux recommandations pédiatrie. Ça fait plus de 10 ans maintenant que la Société française de radiologie et de radiopédiatrie nous dit qu'on ne fait plus de profil chez l'enfant. C'est vrai. Oui, mais 90% des clichés que je demande me reviennent avec un profil. Quelle est ton attitude? Pas chez moi. Merci. Non, effectivement. Et une réflexion, j'ai été sensibilisé, comme beaucoup d'autres ici certainement, sur la tuberculose. Alors, tu l'as très bien dit, arrêt de la vaccination, mais attention, ça n'est que partiellement vrai. La vaccination continue à être active sur des groupes à risque. Alors, à La Réunion, nous sommes des voyageurs, nous sommes des citoyens de l'océan Indien et on navigue entre plusieurs îles où effectivement le risque tuberculeux nous conduit à proposer de manière systématique la vaccination dans certains groupes de population. Alors vous l'avez peut-être entendu ces dernières années, à
travers le CLAT, nous avons été en rupture définitive de vaccin, puisque la souche vaccinale Mérieux a été définitivement abandonnée il y a près d'1 an. Il y a eu, je pense que ça a été précisé lors de vos topos, mais c'est bon de le rappeler, nous avons à nouveau des vaccins qui sont des souches Lublin, selon des modalités qui sont à peu près identiques, avec peut-être un recul, peut-être un peu moins sécurisé quant à l'innocuité, mais un recul tout à fait intéressant sur l'efficacité. Donc la disponibilité existe, sur Saint-Denis, et c'est tout, puisque le CLAT du Sud, sauf si vous me contredisez, a eu une rupture effectivement de ce côté-là, mais pour plus de précision sur ces populations à risque, nous avons maintenant sur une base pérenne les vaccins, et il faut donc poursuivre et recommander la vaccination dans ces situations à risque. Bon, pour la radiographie de thorax profil, je suis tout à fait d'accord avec toi. Normalement, on ne devrait pas la faire. De toute façon, Juste une précision, pour le dépistage pour les fumeurs à partir d'un certain âge, plus de 30 paquets années. Mais les gens qui ont arrêté de fumer, qui ont fumé jusqu'à 30 paquets années, est-ce qu'on surveille aussi parce qu'il y a des cancers qui peuvent survenir? Bien sûr. Dans l'étude américaine, en fait, effectivement, ils disaient que les patients qui avaient arrêté à moins de 15 ans étaient également inclus, quoi. Donc, classiquement, on dit que ce qu'on a retenu, nous, c'est que le risque statistique reste augmenté pendant 10 ans. Mais effectivement, ces patients-là sont tout à fait licites d'être explorés. Merci pour votre exposé très intéressant. Je reviens sur le dédimère. Il y a certains radiologues qui n'acceptent pas de faire l'angioscanner si le dédimère n'est pas franchement élevé à partir de 1800 ou 2000. Que pensez-vous? J'en pense qu'ils ont tort. Il faut changer de radiologue. D'autres questions? Pardon? Ce qui est retenu, généralement, c'est 500-600 le seuil. À partir du moment où c'est supérieur à 500-600, et à partir du moment où il y a une suspicion. Ce qu'il faut bien mettre en corrélation, c'est la suspicion clinique et le dédimère. Le dédimère, en soi, il ne faut pas le gérer tout seul, il ne faut pas se dire 550, 600, 650, c'est pas le débat. Est-ce qu'on a une suspicion clinique ou pas? Si on a une suspicion clinique, quel que soit le taux des dédimères, on vient de le voir, il faut faire un angioscanner thoracique. Donc, à mon sens, ce qui prime, c'est la situation clinique. Parce que le patient, là, qu'on a vu, qui avait des dédimères négatifs, il avait son embolie pulmonaire. Donc, si on commence à se trifouiller la tête en se disant est-ce que c'est 500 ou est-ce que c'est 600, on arrête. C'est-à-dire, si la suspicion est clinique, on lui fait à ce moment-là. Maintenant, si la suspicion clinique est faible, à ce moment-là, effectivement, est-ce qu'il faut mettre le seuil à 500 ou à 600 ou à 550? Bon, c'est un débat qui reste un peu théorique, on va dire, mais moi je sais qu'à partir du moment où cliniquement on me pose la question, le patient a une faible suspicion d'embolie pulmonaire, il a des dédimères à 600, on considère que c'est pas un argument, c'est un énorme suffisant pour se dire on est limite, quoi, mais s'il n'a aucun argument clinique, il n'y a pas raison d'en lancer l'artillerie. Par contre, si effectivement il a une faible suspicion clinique et qu'il a des dédimères très bas, ça colle le débat. Donc moi j'ai pas de seuil magique à donner, quoi, mais je sais que c'est aux alentours de 500-600. Le problème c'est que l'association clinique est très large dans l'embolie pulmonaire. Il y a beaucoup de malades qui viennent au cabinet parce qu'ils sont essoufflés depuis quelque temps, bilan respiratoire normal, radio normal, cardio normal, et restent assez dyspnéiques, quelquefois hyperventilés mais modérément. Dédimère à 800 ou à 1200, peut-être un embolie pulmonaire, malgré l'absence de tout facteur de risque précédent. Il n'est pas hospitalisé, il n'a pas été opéré, il ne voyageait pas. Ça risque de déborder quand même le service de la radiologie. Parce qu'il y a plein de malades comme ça, plein. Il suffit d'avoir 4-5 kilos de plus, le patient est... Mais pour dire que c'est vraiment le voie que vous avez pris qui est responsable, c'est quand même une responsabilité très importante qu'il faut éliminer. C'est sûr. Après, bon, on a le score qui permet de dire il y a ou il n'y a pas un risque important. Bon, après, bien entendu, la théorie et la pratique, parfois, je comprends qu'on puisse être un petit peu pas facile. Bien sûr, bien sûr. Merci. Donc la clinique reste quand même quelque chose de majeur. Merci. Merci Patrick.